when the road gets tough, you're enough. I don't know how I deserve you. You know I'll always keep on coming back to you, back to you, back to you. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scala Games. Ce soir, nous découvrirons l'actualité, puis Mathieu Epp sera notre invité. On va commencer par un petit jeu, je vais laisser la roue tourner pour voir à quoi on va jouer. Bonsoir à tous. Ok. Et on part sur... Attends, il y a une roue qui... Vrai faux? Vrai ou faux? Vrai faux, Joker, Oh non. entre les deux. Vrai faux. Et Non, c'est vrai faux. C'est un vrai faux. C'est vrai faux. Vrai On faux. joue un vrai putain. faux. Donc vous J'espère allez avoir des images qui vont s'afficher. Ok. Et donc je vais vous dire, je vais vous raconter un peu une petite histoire. Et vous allez dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je suis très friand des histoires. Vous êtes prêts? Ouais, On je commence suis par la première. C'est parti. Alors, ce personnage est la mascotte de PlayStation. Vrai ou faux? Ça? Ouais. Moi je dis faux. Ouais, je dis faux aussi. Moi je dis faux. Faux? Ouais, je dis faux. C'est Mario. Eh ben c'est vrai. Quoi? Il s'appelle Toro Inoue. Et Ça, c'est pas un taureau, hein, c'est un chat. Vrai de Il vrai, c'est un s'appelle- chat. il s'appelle Toro Inoue. Et il vient du jeu Dokodemo Issio. Donc en fait, Ah il ouais. est très présent au Japon et c'est pas exporté chez nous. Mais du coup, c'est la mascotte de PlayStation et on peut le jouer dans PlayStation All-Star Battle Royale. C'est vrai. Ouais, en plus, j'ai beaucoup d'heures sur. Comment t'as dit? PlayStation et Sabato? PlayStation. Ouais, pareil. Enfin, mais j'avais zappé, mais vas-y. Ok, stylé. Pas de point du coup pour cette première. On apprend tous les jours on va avec des vrais passer à faux en vrai. Hein. En vrai de vrai. J'ai oublié son blaze, quoi. Taureau. Toro Inoue. Taureau Inoue. Ouais. Ça veut dire quoi en japonais du coup? Toro Inoue, Inoue. c'est le nom du Ah, c'est personnage. juste son nom. C'est son blaze. Ouais, ok. Alors, un homme a acheté sa PS4 9,29 € au lieu de 340 €. Pour ce faire, il a posé la console sur la balance des fruits et légumes du supermarché. Il a collé l'étiquette dessus En et vrai. il est passé en caisse. En vrai. Vrai ou faux? Ah, moi j'y crois. Bah, moi je fais ça, tu vois, avec des variétés de tomates différentes, tu vois. Les grosses tomates, je mets les petites, enfin, j'ai des trucs machin. Mais là, de ça. De Bah, là, en vrai. Ah, je sais pas. bah, il y a quand même un anti-vol sur la PS4. Ouais, mais genre, tu sais, le mec, il a pas fait gaffe, il a passé. Il a pas fait gaffe de mettre Il la a pas PS4 fait- sur le truc des. Non, c'est pas ça. Non, le caissier, il fait Ouais. pas gaffe. Ouais. Il bip. Ouais. Il voit pas le prix, tu vois, il fait pas gaffe au prix. Mais en vrai, je pense que tu fais gaffe au prix quand même. Moi je dis. Tu dis quoi toi? Moi, je dis c'est faux. Parce que ça veut dire il faut que le mec ait l'idée de le faire. Ouais. Donc il n'y en a pas 15 000 qui le Ouais. font. Il faut que pile quand le mec le fait, il tombe sur le caissier qui regarde pas le prix. Moi je dis c'est vrai. Ok, on est sur un vrai info? Ouais. Et ben c'est vrai. C'est vrai, c'est un homme, il est passé en caisse rapide. Du coup, il n'y avait pas de caissier. Du coup, il avait passé rapidement. Sauf qu'il a essayé de tenter le lendemain de refaire la même chose. Et là, il s'est fait prendre par la police et il a été condamné du coup. Mais pour la première, il a réussi à passer avec une PS4 à 9,29 €. Bien, franchement, ça donne des idées, ça donne des bonnes idées. Non, il est condamné. Hein, Ah, il il a est été condamné condamné, ouais. C'était où? C'était en Japon? Non, c'était en France. En France? Non, franchement, fort. Du coup, ça fait 1-0 pour Sébastien. Bah, On c'est va gentil. passer à la troisième. Alors, qui Donc, c'est ça? alors cet homme, Michael Pick, a créé le nerf fonctionnel le plus petit au monde, mesurant 2,75 cm de long. 2,75 2,75. Ouais. C'est plus court qu'une. Le nerf. Ouais. Les Le pistolets nerf Ouais. avec les fléchettes. Ouais. Fonctionnel. Donc, Ouais, je crois que je l'ai déjà vu en plus. Donc il est plus court qu'une fléchette. Mais c'est Il a été à il y a des- l'échelle, Il y a des fléchettes qui ont été adaptées pour ce nerf. Ah. Et en quelle année il a été créé du coup? Le record, il est de cette année. Le Si c'est un record, il est de cette année. Bon, ouais, du coup, c'est vrai. Ouais, vrai. Vrai? Les deux vrais? Ah, c'est faux. Ah, putain. Et non, regardez la réponse en image. Ah, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Il a atteint le record du plus gros pistolet nerf avec 3,81 mètres de long. Eh ben Et donc les fléchettes, ils font 30 cm et ils peuvent atteindre 80 km/h. Oh putain, C'est énorme. tu prends une cartouche, c'est. Ouais, T'es mort en fait. T'es Vaut mort. mieux pas se mettre sur le chemin t'es là. juste mort, c'est- ouais. Ah ouais. Faut l'éviter. Ah, ça devient un truc, un sort d'airsoft quoi. Tu peux Ouais, vraiment c'est faire ça. mal à quelqu'un. Sort d'airsoft. Ouais. Sort d'airsoft? Stop d'airsoft. Ouais, allez, c'est bien. Ouais. Moque-toi. Ok, ouais, ok. Vas-y, peut-être. Bah, du coup, je gagne toujours. Hein, entre-temps. Ouais. Il y a combien de Toujours questions en Il y a combien de questions Il y en a 5. C'est la PS2, c'est vrai. Allez. Attention. Alors, Dan Holmes
très grand fan de la PS2, Comment tu me dis Dan Holmes. Dan Holmes. Dan Holmes. Dan Holmes, ok. Très grand fan de la PS2, a officiellement changé son nom de famille pour s'appeler PlayStation 2. Vrai ou faux? Non, c'est vous. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, je le connais. Un vrai info? Je connais Dan PlayStation 2. Dan PlayStation. C'est un peu Dan PlayStation. Dan PlayStation 2. C'est ton voisin. Ah, c'est un mec, j'ai déjà vu une vidéo de lui. Ouais, c'est un mec super. Léopold, tu dis? Faux, mais si c'est vrai, je vais m'énerver. C'est vrai. C'est vrai. Allez. C'est ouf, genre le mec il s'appelle Monsieur PlayStation 2. Ouais. C'est incroyable. Non, franchement, fort. Donc là, c'est la dernière question. Sa dernière question. Bon, allez, vos 3 points. Vos 3 points, c'est la question finale. Attention, vous êtes prêts? Brendan Kelby détient le record du monde de télé cassée suite à une partie de jeu vidéo avec pas moins de 63 télés défoncées. Vrai ou En une- faux? Ah oui, non, au total. Ouais, au total. Il y a Mohamed Eni qui a fait plus, je pense. Ouais, C'est pas un c'est joueur. pas un joueur jeu C'est pas un vidéo, jeu lui. vidéo. 63, c'est précis quand même. Il a un partenariat. Vous allez faire un avec, pouce, le compte, c'est là. Et j'ai cassé toutes mes télés. Pouce. Et tu penses s'il a un partenariat avec LG, Sony, un truc comme ça? S'il pète Ah, les ça, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas, putain. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que, putain. Comment il s'appelle? Il s'appelle Brendan Kelby. Ah, c'est bien un nom de. D'exposeur de télé. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, je dirais vrai. Ah, je dis faux, ça va être vrai. Et bah c'est faux. C'est faux. La réponse en image, attention. Et il détient le record du monde de la plus haute tour de M&M's avec 6 M&M's empilés. Ah ouais. C'est super dur à faire les M&M's empilés. Ouais, mais, de ouf, putain, il est fou. et grave chaud. 6 Putain. M&M's. Non, franchement, il impose le respect. On peut souligner, hein, franchement. Il y a quelque chose. Mais ça se voyait parce qu'il avait l'air content sur son truc. Tu fais pas? Ouais, J'ai cassé 63 télés. c'est vrai. Tu veux pas? Ah bah tu peux être fier. Hein. Ouais, c'est vrai. T'as un record quand même. Hein. Non, bah écoute, non, mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais, du coup, victoire de Sébastien. de Ouais. 1. Ouais, bah. Ouais. Ça se passait. Il est nul ce jeu. C'est sûr que quand tu perds, t'apprécies pas trop, quoi. Ah, sur ce, on va passer à l'actualité. Ah, j'adore ce jingle. Et Il est magique. il est bien. Pour Bon la jingle. sortie d'Avatar 2, un jeu sur la protection des fonds marins a été créé. Donc à travers le projet Keep Your Oceans Amazing, avec mon bel accent, on peut créer sa propre créature marine inspirée de l'univers du film et ainsi peupler l'océan virtuel de Pandora. Donc pour chaque créature virtuelle réalisée, Disney s'engage à donner $5 à The Nature Conservancy Ok. pour protéger les 10 animaux les plus étonnants de notre monde, donc comme la baleine, le beluga, la Les tortue. Les plus étonnants? Ouais, ils ont pris les plus étonnants et les plus... Genre, c'est que les plus étonnants. Ouais, Mais genre, t'es. Enfin, et leurs habitats. étonnant comment? Genre. Attends. C'est les 10 c'est ceux-là ouais, en danger. Ouais. Ah ouais, ok. Ah, la tortue, je suis chaud. Mais c'est pas... Moi, ça Le m'étonne pas gosse. tant une tortue. Hein. Bah, arrête, gros. C'est les animaux qui sont en danger d'extinction. Mais étonnant. Mais après- Étonnant. Étonnamment en danger d'extinction? Ou étonnant? Non, dans le communiqué, ils ont précisé que c'était étonnant. Ok. Bah, en vrai, c'est stylé. Après, il délaisse quand même pas mal d'espèces, quoi. Bah ouais, c'est ça, Ouais. c'est pourquoi les 10. Et puis après, genre en vrai. Et c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est d'atteindre une certaine somme pour Non, mais après les reverser. c'est quoi? Tu fais ta créature, Ouais, juste. tu fais ta créature et après tu as t'es dans l'univers comme à l'écran là, tu vois. T'es dans l'univers donc de sous-marin de Pandora et donc tu vois toutes les créatures des autres personnes qui ont créé. Et du coup, Ok. la créature, c'est toi qui la. Ouais. Toi qui la design et tout, c'est Ouais, ouais, comme tu un choisis. avatar, t'as des traits de caractère et tout. Tu choisis Comment plusieurs options, par exemple s'il est carnivore, herbivore, tout ça. Ah ouais. Après tu peux choisir sa forme et tout. C'est un peu comme dans Spores, non? Ouais. C'était ça, c'était Spores. Le jeu avec. Oui. Tu t'évoluais et tout là. Ouais, Mais du coup, après, il y a un gameplay, il y a un truc. Non, c'est juste t'as juste Ok. le Mais Avatar, petit c'est monde Disney. virtuel. Ah, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, je le savais pas non plus, mais comme ils Bah, ont fait du un coup, j'imagine que c'est partenariat, Disney. donc ils doivent travailler ensemble. Après, c'est un bon coup de com en soi. Oui, voilà, c'est ça. Un bon coup de com. Parce que j'ai entendu dire qu'il fallait qu'il soit le 3e ou 4e film le plus rentable d'histoire du cinéma pour rentabiliser. Après, là, c'est autre chose. En plus, c'est un jeu. Donc, c'est même pas. Ça va pas rentabiliser le film. Ouais, non, c'est sûr, mais ça fait un coup de Ouais. com. Ouais, ça fait un coup de com', ouais. En avant pour. Après, ouais, il y avait quand même une initiative
Mhm. protéger la nature. Ouais, derrière. bah le jour où ils vont nous protéger la nature, ils feront des vrais dons, quoi. Ils attendront pas qu'on fasse des Et poissons et il virtuels. c'est quoi il donne 5 euros à une tortue 5 dollars. donne- Non, cinq- il donne 5 dollars à des assos The Nature Conservancy. Ah, The Nature Conservancy. Et c'est quoi, du coup, elle fait quoi Un l'asso, assaut tu sais de. Et du coup, protection. elle va aider à sauver ces Des, animaux en des danger. animaux et tout. non. Et à leur habitat, ouais. pas Ok. Vous êtes perplexe. Bah, c'est étonnant. Ouais, donc, ouais, c'est comme tout, hein. C'est un peu étonnant. particulier. Ouais, je crois que c'était quand même. Non, mais c'est pas très mal bien, pour c'est très un- très bien, c'est très pour très un bien. film de faire ça, ouais. C'est très très bien. Après, oui, moi je trouve que c'est un coup de com'. Ah oui, c'est un coup de com'. Moi je sais que t'as Intouchable, le film, vous l'avez vu, Intouchable Oui. avec Omar Sy et tout. Oui, vas-y, oui. Vous l'avez pas vu Bah, ils ont pareil, comment ça, pareil? Bah, ils ont pas fait un Ils ont truc pas sur le- l'océan. Ils ont pas sauvé des poissons. Hein. Et genre, ils ont fait un délire où genre, ils ont versé une partie des bénéfices à des assos Les assos, ouais. en situation de handicap. et tout. Donc pas exactement. Mais ok, d'accord. Bah, Ouais, il y c'est avait un une délire, idée ouais. caritative derrière. Voilà, c'est ça. Oui, mais là c'est direct. Là ils ont pas. Là c'est quand même pour mettre en avant la vente du jeu, quoi. C'est ah ouais, allez acheter le jeu comme ça, nous on sauve les Ouais, poissons. ça a été sorti pile au moment de. Non, c'est même pas payant, le jeu, Pour les le jeu est pas films. payant. Non, le jeu il est pas payant. Hein. Ah, c'est un jeu en d'accord, ligne, ok, c'est un jeu c'est en ça ligne. que j'avais pas compris. Ouais, non, il est pas payant. Enfin, c'est ça, il est pas payant. Non, non. Ok. Non, ouais. Vous pouvez, à travers le code, si vous flashez, vous pouvez direct y aller et écrire votre propre créature. Ouais. Ok. Et niveau hype, vous, Avatar, ça vous chauffe Avatar 2, Moi je suis chaud. La Voix de l'eau. La voix de l'eau, il Ça s'appelle? s'appelle La Voix de l'eau. Ok. Bah moi je suis chaud. Il a The l'air Voice of vachement, Water. vachement beau. Ah, Comme c'est pas un The Avatar Voice cinq, of Avatar, ouais. ça c'est. Bah oui, ça va être sympathique, ouais. Avoir en 4D ou en 5D. Là. Ouais, c'est clair. Les idées les plus étonnantes. Des idées Mm. Ouais, je suis d'accord. Non, franchement, bah écoute, force à eux. Force à eux. Soutien. Tiens. Soutien, mais on n'est pas ensemble, quoi. Mais je sais pas si j'irai faire ma créature. J'irai voir tout à l'heure. Ah, tu t'en fous des... Ah non, moi j'adore les tortues. Hein. Franchement, si Mm. je peux sauver un peu de tortues, il n'y a pas de lézard, je vais sauver les tortues. Hein. Mais ouais, j'irai voir. Ok, merci pour l'info. Voilà. Merci pour l'info. Donc n'hésitez pas à aller écrire votre créature. N'hésitez pas à Vous avez créer jusqu'au 31 décembre 2022. Faites vos plus belles créatures. Il y a Nike qui proposera bientôt sa propre plateforme en ligne permettant de collectionner des NFT exclusifs de la marque. Ça, je suis chaud. Les NFT, Des ce sont choses. des certificats d'authenticité sur des objets ou des œuvres numériques. Des non-fungible tokens. Exact. Est-ce que vous achetez ou pas? De fou, j'ai tout NFT. Ouais, Moi j'ai j'achète. déjà... Ça, mes chaussures, là, c'est déjà des NFT. Moi, j'ai 14 NFT. Tu vois, tous C'est vrai les trucs des singes et tout là. Ouais. J'en ai 14. Ouais, t'as lesquels, J'en ai acheté un à 14 $ et maintenant il vaut 30 000, un truc comme Ah ça. ouais je crois. Ouais. C'est lequel? C'est avec la casquette verte ou rouge? Bah, ils ont tous des casquettes, mais il y en a un qui a un cache-œil. Ok. Et bah, après, c'est stylé quoi. Ouais, Mais tu fais quoi des NFT? Genre tu les as sur ton ordi? Bah tu les fais combattre? Moi, l'autre fois, Non, de ouf, de ouf. Après, moi ce que je fais, c'est que je les observe, tu vois, en fait. Ok. Je les regarde. Ça, tout est faux. On n'est pas ensemble, Nike. Y a pas... Non, les NFT, c'est une merde. C'est une merde, en vrai. Bah, surtout, c'est quoi? Tu fais des NFT de. C'est Bah, de la... c'est des chaussures. des baskets. Bah Ouais, oui. sinon, Mais tu peux ouais, pas c'est les ça. mettre. Tu Non. peux pas les mettre, les baskets NFT. Genre, tu Non, vas regarder non. tes godasses, tu vas faire. Hop. Bah, elles sont belles, les chaussures. Non, ça fout la haine, les NFT. Ça fout la haine. C'est une autre... Je sais pas, ouais, non, il y a c'est peut-être une des- autre... Ah, c'est ça, attends, Ouais. il y a une image. Non, ça, c'est la tour de Smart. Ah si. En plus, c'est moche. Ah ouais. Bah, enfin, comme tous les NFT. Non, ça craint de Peut-être en fou. vrai, mais. Non, ça craint de fou. Mais attends, c'est vrai, c'est sorti et tout, c'est. Non, ce sera bientôt bientôt ils feront Ok. la plateforme, ils l'ont pas encore sorti, ouais. Ok. On pas de date exacte. Mais ouais, non, je sais pas, les Ils gens qui font sortent ça, combien une collection, combien d'NFT? c'est pas précisé. C'est pas précisé? Non. Ouais, c'est encore un truc qui va prendre plein de valeur. Ah, moi, ça m'énerve. Quand t'as un objet de collection chez toi, il est exposé. Là, je sais pas, les gens ils ont genre des télés chez eux où ils mettent les NFT ou. Bah ouais, tu sais, il y a des Ouais. Ouais, tablettes mais ils les digitales explosent pas, maintenant, mais de toute façon, c'est juste de la spéculation. C'est même pas pour l'objet, enfin, c'est même pas pour le truc en soi-même. C'est comme les cryptos, enfin, c'est Ouais. la même technologie Ouais, derrière. pardon, C'est dis-toi, par contre. combien de cryptos t'as? 14 aussi. J'ai 4. Ethereum. Allez. Enfin, 4 équivalents dollars. J'ai Allez. 4 $. Ok, super. 4 $, c'est rien. C'est rien. Mais j'avais acheté quand ça valait 200 et maintenant ça vaut 4. Mais ça a remonté, c'est sûr. Ouais, Et t'as acheté pour 200 € du coup? Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Mais j'ai vraiment 4 $.
Qui sait ce qui vient, qui sait ce qui Ouais, adviendra peut-être à avec le l'avenir. futur, hein, et à devenir millionnaire. Peut-être avec qu'on le achètera tout avec de l'Ethereum. Ou peut-être... Après, on va pas faire la promotion de cette merde. Faut arrêter les conneries. Restons Ouais. au troc ou bien à la monnaie, tout simplement. Voilà, on va rester là-dessus. On va fermer la parenthèse. Ouais. Fermer la Allez, parenthèse. on va enchaîner. Plus de 30 ans après, un nouveau jeu sort sur la Game Boy. Donc il s'agit de Magic and Legend Time Knights, si mon anglais est toujours juste. Un jeu de plateforme, c'est un jeu de plateforme d'action. Et donc le jeu raconte le voyage de Magic et Legend à travers le temps et comment ils ont combattu les envahisseurs et préservé leur histoire. Est-ce que c'est une bonne idée de ressortir des jeux sur les anciennes consoles? Bah, c'est stylé. C'est stylé en vrai, c'est Ouais. un challenge. Moi, perso, j'ai pas du tout entendu parler. Donc, Mhm. après, est-ce qu'il y a une bonne communication autour ou pas Je pense que c'est un truc un peu de niche et Ouais. tout, ça a dû être Ouais. crowdfundé et tout, j'imagine. Ah ouais. mais C'est un petit studio indépendant qui, C'est ça. qui l'a créé. mais Ok. c'est. Non, c'est stylé. Mais c'est. Dans la promo au-dessus du master jeu à Nuit de Lorraine, là, il y avait deux étudiants qui ont étudié, bah, Antoine et Antoine, qui ont étudié un jeu comme ça qui a été refait sur. Je sais plus sur quoi c'était par contre. Je crois que Sur c'était sur Unity. NES. Et c'était Micromage. Ou pareil, ils avaient fait tout un jeu. Et du coup, c'est quoi? C'était remasterisé ou... Non, c'était un jeu, C'est nouveau complètement jeu créé, créé ouais. comme ça, et c'est un challenge de fou en fait, parce que maintenant quand tu crées un jeu sur Unity comme ça, t'as, bah en fait tous les trucs de mémoire, de calcul de mémoire, d'optimisation, Mm. c'est des questions que tu te poses quasiment plus, tu vois, à moins de faire des gros jeux et que tu veuilles atteindre certaines performances sans que ça rame. Mais à l'époque, enfin le moindre pixel est précieux parce que t'as, je sais plus combien de stockage sur une cartouche, mais c'est rien quoi. Non, c'est clair. Et c'est Et, stylé. ouais, en vrai, c'est un bon projet. Moi, j'ai toujours ma Game Boy en plus, donc. Pareil. C'est l'avantage du coup pour ceux qui n'ont pas les consoles. Est-ce qu'ils vont Ouais, ressortir les c'est ça. consoles ou Non, Ah, mais je après pense non, pas. c'est pas le but. Je pense pas que ce soit le but, c'est juste De pour. toute façon, les consoles, elles sont pas encore à un prix trop exorbitant. Les consoles Oui, les Game Boy, ça doit Color. pas. C'est Game Boy Color et Advance. Non, c'est compatible la les Game deux. Boy normale. De toute façon, ça marche sur la Color et l'Advance aussi, du coup. Bah, ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est pas la Color Ah non, les c'est en Advance, couleur. ils marchent C'est pas la sur Game la Boy Color. Color, je pense. Ouais, Ouais, Vu que ça c'est en c'est du couleur. gameplay du coup. Ouais, ça donne la Color, du coup. C'est un platformer du coup. Oui. Ok. Mais on dirait qu'il est joli, par contre. On dirait qu'il y a Non, en vrai, il a l'air des cool. images genre. Enfin, des photos, on dirait Ouais. presque. Photo je vois pas bien de là, mais, photo du Colisée en tout cas, derrière, c'est j'ai stylé, l'impression c'est aussi, stylé. Ouais. Mais ça reste du coup un peu pixelisé comme c'est sur les vieilles consoles. Mais ils ont dû en faire une version PC, non? Non, même pas, tu penses? Est-ce qu'il y a... Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment que sorti sur Game Boy pour Ok. l'instant. Faut faire un Il y a un émulateur. jeu aussi comme ça, mais enfin, il était sorti, il a été développé sur Unity, c'était Pool. C'était un Très bon. banger. Il était super. Un petit jeu de plateforme et tout. Ouais, très très bien. Ouais. Très très Mais bien. rien à voir là-dessus, rien à voir avec ça. Mais Mm. C'était quoi? C'était aussi sur la Game Boy? bah, Je crois qu'il y a une version Game je Boy. crois qu'il y a une version ouais. Game Boy, mais qui est prévue. à voir quoi. À voir au financement. Je crois qu'ils font un crowdfunding aussi. Ouais. Enfin, enfin, c'est avoir un projet à suivre en tout cas. Après, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, Bête moi, idée. je trouve que c'est cool. Comme un Meta Knight, c'est ça? Et après, moi, Magic je and m'interroge Legend, aussi au ouais. niveau du prix. Est-ce qu'ils sortent à un prix C'est autour d'une 40aine d'euros. Oui, Ah, mais ok. c'est pour les gens qui suivaient le projet et tout. C'est Ouais. pas un truc qui sort comme un Bah, nouveau jeu qui sort. les Ouais, comme, aficionados comme les Call of des jeux Duty rétro, Zelda, ils vont kiffer. Ouais, la nostalgie, tout ça. Et puis, Non, franchement, c'est une bonne. Oui, j'aimerais bien la ressortir ma Game Boy. Après, j'ai pas tant que ça de jeux dessus, mais. Qu'est-ce que je pourrais faire? tu vois, moi, c'est que Game Boy, j'ai pas du tout les vieilles consoles. Moi, j'ai juste la PS1. J'ai pas Ah ouais, de bon, souvenir. c'est quand même. C'est rétro, maintenant. C'est rétro, ouais. Game Boy, j'avais un jeu Picsou dessus qui était pas mal. J'avais Sonic. aussi. DuckTales. Ouais, Ok, DuckTales, je l'ai bah, aussi, je l'ai aussi. il est en les 214 sur la PS3. Ok, ouais. Oui, mais c'est le nouveau qui a été Ouais, amélioré. Ouais. Ouais, Excellent, il était vraiment DuckTales. cool. Belle console, belle console. Mm. Attention, innovation. Il y a Sony et Honda qui se sont associés sur le concept Sony Honda Mobility, pardon, donc qui a pour but la création du nouveau véhicule électrique centré autour du thème du divertissement. Donc on pourrait donc retrouver la PS5 intégrée dans les futures voitures. On match avec cette idée ou N'importe next? quoi. Mais du coup, les gens qui achètent cette voiture, ils vont avoir la PS5, alors que les gens qui veulent la PS5, ils galèrent. Faudra Ouais. acheter une voiture pour avoir la PS5 maintenant. Bah écoute, c'est t'as les moyens, tu les as pas. Hein. Mais moi, ce que je me pose comme question, c'est du coup la PS5, elle est quoi? Elle est intégrée à l'intérieur dans toute la partie un peu Ouais, électronique du ils véhicule. pensent l'intégrer sur la partie arrière du Ah ouais. véhicule. Mais du coup, ce sera pour les sièges arrière, quoi. Les sièges arrière ou passagers, mais pas, du coup pas pour le conducteur. Oui, bah ça, oui. Mais c'est pas un bail en mode ils veulent ça va être tout ce qui est voiture autonome et tout, et du coup ils se disent
bah, le mec il va pouvoir Ouais, c'était- jouer à la console en conduisant. C'est pas une possible bonne- aussi, ils peuvent faire plusieurs véhicules. Donc là où tu pourras conduire. Mais et- c'est sûr ça ou c'est un coup de com un peu balancé comme ça C'est acté et tout, ils vont vraiment Il y a lancer. il y a un donc, du personnel de Sony Honda Ok. qui ont dit que c'était potentiellement possible d'intégrer Ouais. la PS5. Mais ils veulent Ouais. vraiment faire aussi avec Steam pour que tu puisses vraiment jouer dans ta voiture. Et du coup, ils ont vraiment pensé à ce concept d'intégrer la PS5 dedans. Bah après, je sais pas si tu te souviens dans Pump My Ride à l'époque. Pimp Pimp My Ride. My Ride. Pimp My Ride. Pimp My Ride. Pimp Pimp My Ride. Pimp My Ride. Ils mettaient des consoles, des trucs comme ça. Ils mettaient des jacuzzi dans les coffres. Mais t'es tout, ouais. Ouais, je crois que j'avais vu une émission, il y avait une petite PS3 aussi. Snapchat faisait comme ça. À l'arrière, ouais. Les lowriders. Lowrider. Lowrider. Lowrider, ouais. You know. Et du coup. Ouais, non, je sais pas. Moi, je suis. En vrai, moi, ça me. Chauffe pas, moi ça me chauffe pas. Mais je Ça sais me pas, fait marrer. moi j'ai le mal des transports, alors si je me mets à jouer derrière, Ouais. ça va être une Ouais, catastrophe. bah sur l'autoroute, ça va, ça c'est tout. à fait. Après, si tu fais des Ouais, montagnes, t'es- roues dans les montagnes, là, Non, pour dans le aller- sud, là, t'es- Ouais, c'est finito. Mais moi, je pense que ça peut être une bagnole qui va coûter très cher. Hey. Ouais, Bah, au peut-être moins très 500 euros quoi. Après, peut-être qu'ils veulent concurrencer Tesla, hein, peut-être que c'est leur seul moyen Mais de. c'est ce que je voulais dire, je suis curieux que ce soit pas une connerie à Elon Musk encore ça. Ouais, à tous les coups, tous Bah, les coups, du c'est coup, pour non. concurrencer. Ouais, Elon c'est Musk. ça, c'est ça, Ouais, c'est ouais. le même genre de coup de com de débile là, de mettre vas-y. Ouais. Ouais, non, même je pense que ça peut être perturbant d'avoir quelqu'un qui joue. Surtout que des fois, les joueurs ils sont un peu énervés comme ça. Bah, après, il y a déjà Le des mec gens qui balance sa main sur sa C'est ça. vitre, C'est- il pète la vitre et tout. C'est ça. Ouais. Non, mais après, il y a un fou dedans, il y a déjà des gens qui jouent à la DS ou aux consoles portables dans les donc ça change pas en Ouais. vrai, mais Non, mais attends, le mec qui joue à un jeu de course. Il joue à un jeu de course dans sa dans sa bagnole. voiture, ça doit perturber C'est- ça doit être c'est perturbant. méta. En gros, Après, c'est c'est méta, perturbant, par en gros, c'est perturbant. Ça doit C'est perturber. assez méta, genre Tu sais là- plus si tu conduis pour de vrai ou pas. Ouais. Ouais. Donc là, tu te retrouves à Ah ouais. reconduire et tu fonces dans les voitures. Tu vois, te c'est demandes, pas et grave, après, j'irai- tu sais j'irai, plus si t'es encore dans le jeu ou pas, quoi. Tu te dis, ça se C'est trouve, en ça. fait, quand Ouais, je conduisais, c'était un c'est- mec qui conduisait ma voiture. Par contre, ça peut être assez contraignant en effet pour le conducteur. Ouais, ça c'est pénible, ouais. Bah ouais, ça peut. Non, peut-être- du coup, mauvaise peut-être idée. avoir Quoi. des accidents. Après, je sais pas quand quand ils veulent commercialiser ça. T'as une date Ce serait vers 2024, ils ont pensé. 2024, Bah, bah, je pense ça, que ça ouais, de arrive toute vite, façon, ça tu arrive poses vite. une date, mais souvent ça. Non, mais j'y Ouais, crois ça- pas. ça Pour moi, traîne. c'est un coup de com'. Moi, je pense que ça peut se faire quand il y aura tout ce qui est voiture autonome et tout. Peut-être que ça pourra arriver. Mais il n'y a pas des voitures autonomes en 2024. Non, justement, non. Mais déjà, pour que tout le monde ait pour que les voitures autonomes soient en service, il faudrait que tout le monde ait des voitures autonomes. Mm. Parce que sinon, il y a toujours des petits bugs dans la matrice, on va dire. Et ça peut être contraignant. Mais jouer à la PS5 en conduisant, c'est quand même le pied, non? Non? Ok. Ouais, je sais pas. En plus, si t'es à plusieurs, genre t'as peut-être plusieurs PS5, tu vois. Genre t'as tout le monde qui joue sur sa propre PS5. Je pense pas qu'ils dans la pourront mettre voiture. 4 PS5. Ce serait Ouais, ce serait, abusé. Non, C'est- mais tu peux faire. Ça serait stylé que, genre, tu sais, les trucs du futur où, genre, tout l'écran il prend tout le pare-brise. Du coup, tu vois Ah ouais, tu vois même pas la route. Ouais. Tu vois même plus la route et tu joues à la console. Toutes les voitures. T'es pas convaincu. C'est très J'ai futuriste, quand même. l'impression d'être dans Black Mirror, quoi. Ouais. Ça va, toi? Projet à voir, on verra comment ils vont réussir à développer ça. Ouais. À voir. Ouais. Ok, bon, bah écoute, sympa l'info. On prend. On en fait ce que l'on veut, on va dire. Avec le livre du chef Thibaut Villanova, donc intitulé La cuisine dans Zelda, les recettes inspirées d'une saga mythique, vous pourrez plonger dans le monde culinaire d'Hyrule. J'ai bugué sur Ils m'ont dit. J'ai bugué sur le monde de Zelda, Hyrule, c'est Hyrule. Au horrible. début, j'ai compris du riz. J'ai dit que des recettes du riz. Le monde culinaire du riz. Le monde culinaire d'Hyrule. Alors, ouais, il y en a plein des sortes de riz, donc c'est possible. Ouais. C'est possible. Donc on y retrouve 50 recettes inspirées par Breath of the Wild et les meilleurs jeux de la saga Zelda. Ouais, moi, ça me chauffe de fou. C'est un concept original? Original, je sais pas. Ah, il y a déjà eu Il y a plusieurs déjà eu plein de bouquins, trucs, bouquins, jeux vidéo et la cuisine. Ah, la charte graphique est stylée. Ouais. par Mais après, moi, je suis chaud parce que quand je jouais à Breath of the Wild, ça me donnait faim. Moi, je savais jamais quoi cuisiner. À chaque fois, je faisais des Ouais, trucs. de fou. Il y avait pas de recettes dans le jeu. Si, il y en avait en Si. plus. Le pire, c'est qu'il y en avait des fois quand tu vas dans les étables. Ah T'as oui. des mecs qui te donnent telle recette et à chaque fois, c'est des Ah, recettes faut les de fou. retenir, un truc comme ça. Quoi. Ouais, il faut les retenir. Ok. Je sais plus, ou il y a peut-être un truc, elles se notent peut-être quelque part après dans les quêtes. Après, Mais- tu vas sur Gamecube, enfin non, plus maintenant, mais Ah enfin, putain, mince. avant, tu pouvais aller sur des trucs comme ça enfin, des sites tu vois, qui permettent aussi d'avoir les petites astuces. Ouais, les trucs et astuces sur Gamecult, la fameuse. Moi, j'allais toujours lire les solus sur Gamecult quand j'étais petit. Ouais, c'est clair, moi aussi. Mais bon.
plus maintenant. Mais bon, après, par rapport à ça, moi je trouve que c'est cool, mais ce que j'aime pas en général, moi, avec les livres de recettes, hein, mais après c'est totalement subjectif, c'est que à chaque fois, j'ai jamais les ingrédients. J'ai jamais les ingrédients et je vais bien, vas-y, je vais avoir les ingrédients, mais non, je les ai pas. Comment je fais? Ah, Je les achète. Mm. Bah ouais, c'est vrai. Il faut prévoir à l'avance. Waouh. Non, mais en vrai, tu les as tes ingrédients, toi? Bah, Je suis sûr qu'en plus, ça c'est des trucs farfelus ou des. Non, il y a des Non ingrédients les farfales. classiques, ouais. Je veux dire, Ça a été adapté Farfales. pour Les qu'on puisse C'est vrai retrouver quand même. Ok. Oui, parce qu'il y a genre de la viande de Zora et tout. Ouais, Enfin, tu vois. vas galérer à trouver ça. Steak de quoi. Gerudo. Non, après, ils mangent pas ça, mais. Mais ouais, c'est cool. Et il en a fait plusieurs des bouquins comme ça. Non, Thib il y en a qu'un pour l'instant. Il l'appelle Thib, hein. Non, Thib. non, c'est pas Le c'est thé. Thibaut. C'est Thibaut Villanova. Titi. Titi. Ouais, Non, franchement. bah, moi, je suis curieux. Bah, moi, je en le- vrai, ce serait cool. C'est un livre que je feuilleterais volontiers sans l'acheter si je passe dans un magasin. Bah, ouais. D'accord. Mais ça, c'est un peu tout le truc des recettes. Je me souviens que je faisais ça à un moment. J'allais dans les trucs de Fnac et tout, et je prenais des photos des livres de recettes. Et Oh, c'est désastreux. C'est désastreux. On fait ce qu'on Pauvre peut. auteur Hein, qui on fait ce qu'on reçoit- peut. C'est comme ça que j'ai lu Rien Harry du Potter tout. 5, moi. C'est vrai? Ouais. Photo par photo? Photo par Tous photo. les jours, ils allaient, Mais- ils prenaient une photo du Les livre. 1000 pages comme ça, j'ai pris en Ouais, photo à la il y a Fnac. pas 1000 Ouais. pages dans Harry Potter. Ah, le 5 si. Le 5 seulement? Mmh. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi je lis pas de livres. Enfin, à part par les livres j'ai que des photos. scientifiques quoi. Ouais, la littérature scientifique. La un peu. littérature scientifique évidemment. Pour la science, quoi. Pas pour les études. Hein. Mm. Il faut étudier. Mais après, si tu t'étudies. Si tu t'étudies la cuisine, je voulais dire. Après, si t'étudies la tu sais, pendant un cuisine, moment je voulais faire cuisinier. pareil. Ah, voilà. Mais il faut se lever trop tôt. C'est trop Il faut se fatigant. coucher trop tard. Ouais, beaucoup. Ouais, Force. Mais bon, moi j'aurais. Ouais, non, Un restaurant spécial Thibaut, cuisine de Zelda. Villanova. Villanova, franchement, Ben. Mais les cuisiniers à la base, il est quoi en Oui, fait du il est coup? Ok. cuisinier, oui. Chef. Mais il y avait déjà eu un truc comme ça avec des jeux, il y avait déjà Ouais. eu un autre bouquin, Ouais, je sais ouais, plus ouais. c'était quoi. Je sais C'était pas. Mais il y avait des trucs un peu Animal généralistes, quoi. Crossing, Genre sur le jeu vidéo en général et la cuisine, des trucs Ouais, de cuisine du peut-être, jeu ouais. vidéo, je crois. C'est vrai. Moi, je me rappelle, je voulais trop faire le gâteau de Portal. Ah, il y a un gâteau dans Portal? Allez aussi. Bon, bah, je voulais faire le gâteau de Portal. Voilà, je l'ai jamais fait. Et c'était un gâteau. Je savais pas si c'était autour, en fait, je savais pas si c'était genre des copeaux de chocolat ou des noix de pécan. J'ai jamais su. Il y avait des recettes avec l'un, avec l'autre. Dans le jeu, on voit pas bien. Si vous avez la réponse, envoyez Voilà, un mail on voit à dans les- léopold.cretiano@gmail.com. Il Ouais, saura vous répondre. Donc là, tu balances mon adresse mail devant 3000 personnes, quoi. Ouais, écoute, si les gens ont besoin d'un stage, ils viendront te voir. S'ils ont envie de te féliciter pour ton émission, ils pourront. S'ils veulent te faire la pâtisserie aussi, voilà. Mais si vous veulent me faire le gâteau de Ouais, le Portal, gâteau. en vrai, envoyez-moi le gâteau de Portal par mail. Et envoyez-lui des livres de Zelda parce qu'il a envie Ouais. de l'avoir aussi. Donc voilà. Ouais. Après, tu peux pas envoyer des choses par mail. Non, c'est vrai, depuis tout à l'heure, ouais. Les photos. Envoyez-moi des photos du livre Et peut-être des par livres. mail. En tout cas, si le livre il vous intéresse, il est disponible en librairie. Ok. Toutes les librairies de France. Sûrement, oui. Ok. En tout Ok. cas, C'est pas forcément spécialisé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, ils font tout maintenant. Mm. Ils font tout. Mm. Bah, Ah ouais. écoute, c'était une bonne actu aussi encore. Hein. Ouais, on va. Franchement, bon taf, Mélissa. Merci. Donc on va clore l'actualité et donc je vais vous laisser avec une interview de Mathieu R Ouais. qu'on a tourné la semaine dernière. Donc voilà, bon visionnage de l'interview. Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es conteur professionnel depuis une quinzaine d'années et tu fais partie de la compagnie Rebond d'Histoire. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Ouais, bonjour, merci pour l'invitation. Donc Rebond d'Histoire, c'est une compagnie de conteurs. On est actuellement 2 à assurer la co-direction artistique. Donc Anouka Nusonen et moi-même. Anouka habite à Mulhouse. Et moi j'habite en Drôme depuis quelques mois, mais la compagnie est basée à Strasbourg. Donc c'est une compagnie qui existe depuis une quinzaine d'années, bientôt. Et le travail qu'on a fait est vraiment principalement autour de ce qu'on appelle le conte. Alors le conte, ça peut être plein de choses, c'est un mot qui est un peu glissant, parce que le conte, c'est à la fois le type de récit, et c'est aussi le fait de raconter. Donc typiquement, un peu le répertoire, ça peut être le conte merveilleux, ce qu'on appelle le conte de fées,
Barbe Bleue, Blanche-Neige, Pousset, etc. Mais dans le répertoire du conteur ou de la conteuse, il peut aussi y avoir la légende, le récit fantastique, les comptines, les jeux de doigts pour les enfants, l'épopée, la mythologie. Et on peut aussi retrouver des gens qui racontent des choses qui à la base sont plus littéraires, comme de la science-fiction par exemple, ou des romans. Donc finalement, au cours des 15 années depuis la création de la compagnie, on a fait des formes assez différentes, puisqu'on va intervenir dans pas mal de lieux, finalement. Alors la plupart des engagements, c'est avec un public plutôt jeune ou familial. Donc soit on travaille dans des bibliothèques, dans des écoles, avec des spectacles qui sont très légers. Par exemple, juste une personne qui vient raconter avec un instrument de musique ou quelques objets. Et à l'autre extrémité du spectre, on peut avoir des spectacles aussi pour les scènes de théâtre, avec des musiciens en live, de la musique. Donc des tournées qui sont aussi plus lourdes à organiser. Et on a aussi le spectacle Les Runes d'Odin, dont on va parler un peu après, où il y a du jeu vidéo qui s'invite sur scène. Mais finalement, le fait de raconter, c'est un geste qui est assez plastique, puisque la même histoire, je peux la réutiliser soit dans une classe, donc dans une salle de classe avec les enfants ou les collégiens, par exemple, assis à leur table, sans lumière, enfin le néon là qui grésille au-dessus de ma tête, comme je peux utiliser la même histoire sur un plateau de théâtre Ouais, avec différents des effets. musiciens, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que l'histoire est une matière souple qu'on va adapter avec des dispositifs qui varient. Et du coup, au cours des 15 dernières années, on a cherché à inventer ou à réinventer ou à creuser des dispositifs où l'histoire est partagée. Donc typiquement, le dispositif le plus classique, c'est le public qui est assis en randonnion sur ses chaises et qui écoute. Voilà. Donc c'est un dispositif, on dit frontal, qui est unidirectionnel. Donc il y a une personne qui raconte et les autres qui écoutent. Ça, c'est la base. Mais on peut aussi avoir des balades contées en forêt, dans des monuments historiques, etc. En extérieur, du coup. En extérieur ou à l'intérieur d'un grand bâtiment, Oui. par exemple. Et on se déplace dans le bâtiment, on fait des arrêts, et à chaque arrêt, on va raconter une histoire, une anecdote, quelque chose qui peut avoir un lien avec ce qui est autour de nous. Donc on navigue aussi entre ce qui est historiquement vrai, et puis de la fiction ou du répertoire des différents récits. Et donc au fur et à mesure des différentes tentatives qu'on faisait, moi j'avais envie aussi d'aller titiller le numérique. Donc ça, officiellement, on a commencé, c'était en 2013, il y a presque 10 ans, à Saverne, donc, qui est une petite ville du Bas-Rhin où on était en résidence dans un théâtre pendant 4 ans. Donc en résidence, ça veut pas dire qu'on habite là-bas, mais ça veut dire qu'on Un accompagnement. on vient régulièrement, ouais, à la fois pour créer, diffuser des spectacles, mais aussi mener pas mal d'actions avec des gens. Et on avait proposé un projet qui s'appelait Il y a des portes, qui était un projet de science-fiction transmédia collaborative. C'était l'époque où le mot transmédia était à la mode. Oui. Et donc en gros, avec Léo Henry, qui est un auteur de science-fiction qui habite à Strasbourg, on avait inventé les bornes d'un univers de science-fiction. Et on invitait les gens à écrire, dire, dessiner, inventer, enregistrer des histoires qui petit à petit ont nourri cet univers. Et à partir de ce répertoire-là, on a créé des spectacles. Et on a aussi demandé à un studio de faire un jeu vidéo à partir de ça. Donc c'est le studio Almedia, qui existe toujours à Strasbourg, qui fait surtout du serious game. Et donc on avait développé la franchise Il y a des portes à Strasbourg également, dans un atelier qu'on faisait une fois par mois à la librairie Galaxy Bis, qui est une librairie de SF d'occasion, qui est super. Et on se retrouvait un vendredi soir par mois pour inventer des histoires dans cet univers, mais qui se passe à Strasbourg. Ok. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que souvent la science-fiction se passe sur Mars ou à New York, ou dans des lieux très exotiques. Et la question c'était, comment tu écris de la science-fiction dans un lieu que tu connais, où tu habites. Ouais, donc là, il fallait écrire sur Strasbourg, du coup. Ouais, donc c'était intéressant parce que c'était fait avec des Strasbourgeois, donc ça parle aussi de comment on vit la ville, les endroits qu'on connaît, et puis aussi les endroits que connaissent les touristes, ou comment est présentée la ville officiellement. Et donc on a écrit les histoires, et moi j'ai travaillé avec Almedia sur le gameplay et le synopsis, et eux ont réalisé le jeu.
Et c'était un jeu, une espèce de point and click. On devait se déplacer dans la ville et résoudre des énigmes. Donc c'était surtout du texte et des images, et puis un système de déplacement à la souris. Et donc c'est suite à ça qu'en réfléchissant avec les autres membres de la compagnie et le bureau, on s'est dit, ah tiens, mais il y a une piste avec le jeu vidéo qui est intéressante. Et on a clôturé cette période-là avec une intervention au Shadok, qui à l'époque était lieu de ressources numériques à Strasbourg. Un peu le pendant de Blida à Metz, enfin c'est un peu différent quand même. Et on avait fait une game jam pendant un week-end, et en fait le jeu, on l'a joué en public le week-end d'après au Shadok. Et donc des gens étaient tirés au sort pour jouer, faire avancer l'histoire. Moi je racontais l'histoire et il y avait des musiciens en live qui faisaient la musique. Ah ouais, trop bien. Et c'était super. Et c'était bon, c'était un peu à l'arrache parce qu'on avait fait ça vite, mais ça fonctionnait. Et surtout, l'attitude des gens est intéressante parce que souvent, je regarde les gens au théâtre, en tout cas en France, ils sont un peu comme ça, hein, un peu sur l'arrière. Et là, le public, il était. Enfin, il y a comme un investissement. Et en discutant avec le public après, les gens me disaient, ben oui, parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, tu peux te tirer au sort. Et tu joues pour les autres, il n'y avait qu'un seul avatar, donc tu tiens le destin de tout le groupe entre tes mains. Donc il faut que tu sois prêt et tu suis l'histoire. Ouais. Il y a un enjeu là-dessus. Et c'était vraiment un chouette moment. Et puis ça s'est arrêté, et après on a pensé à développer d'autres projets dans cette veine-là. Mais c'était un peu la petite chose qui nous a mis le pied à l'étrier, en se disant ouais, c'est possible. Et aussi, l'idée me venait parce que finalement, on va assez facilement opposer le jeu vidéo et le théâtre dans le classement hiérarchique des œuvres culturelles. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. On va aussi souvent opposer les publics. Typiquement, le public qui vient au théâtre est un public plus âgé, qu'on dit cultivé, lettré, etc. Et ce qu'on associe aux jeux vidéo, ce serait un public plus jeune, ce qui n'est plus du tout le cas, mais bon. Les clichés sont voilà, présents. les clichés, on la vie dure. Et je me disais, mais quand même, il y a des choses communes dans ces expériences-là, et je pensais notamment aux expériences de speedrun, par exemple. De ce que j'en comprends, il y a un public qui vient voir quelqu'un qui est super bon et qui exécute une partition, une œuvre. Un peu comme on viendrait écouter un violoniste jouer une partition hyper dure. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, j'ai l'impression, dans les concerts de musique classique, par exemple, une partie du public connaît l'œuvre et a essayé de la jouer. Et connaît la difficulté, et vient aussi là pour écouter l'interprétation. Ça, c'est une partie du public. Et dans le speedrun, j'ai l'impression que les gens qui viennent, ils connaissent le jeu, ils y ont joué, et ils viennent apprécier une interprétation. Il y a des similitudes. Voilà. Et donc, c'est une performance, en quelque sorte. Et ce qui me semble pas si loin, à certains endroits, de la performance qu'on peut apprécier dans un concert de musique classique, puisqu'il est aussi question de virtuosité, d'interprétation, de règles du jeu, de cadre, et puis on dit aussi jouer une œuvre. Donc rien que les mots, etc., sont assez proches les uns des autres. Et c'est ça qui mettait un peu la puce à l'oreille. Et j'avais essayé de voir s'il existait déjà des choses qui avaient été faites dans ce domaine-là, et puis je n'avais pas trouvé grand-chose, à part des chercheurs, des universitaires qui avaient commencé à s'intéresser sur le sujet, ou qui traitaient plutôt des questions du numérique au théâtre. Et moi, de ce que j'en voyais, la plupart du temps, le numérique, c'était des beaux effets visuels, ou des dispositifs surprenants, mais rien que je trouvais... Enfin, du peu que j'en ai vu, en tout cas rien qui m'attire vraiment ou qui me dise ah tiens, je vais poursuivre dans cette veine-là. Donc quand on a commencé à réfléchir à mettre du jeu vidéo sur scène ou en lien avec l'histoire, il a fallu presque partir de zéro. Enfin, pas du côté des histoires, parce que ça faisait quand même quelques années que je racontais, mais du côté du jeu vidéo, ouais. Donc j'avais commencé à faire une conférence comptée sur le jeu vidéo en réseau, que j'ai joué justement à l'IUT de Saint-Dié il y a 2 jours. Il s'appelle À quoi tu joues, qu'on avait fait en 2015. Et c'était justement de partager ces questions de recherche scientifique par rapport aux jeux vidéo, notamment en réseau, ou MMORPG,
aux jeux en ligne massivement multijoueurs, jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, pour un peu combattre ces préjugés et ces poncifs sur les jeux vidéo. Donc le début de la conférence, il est là-dessus, sur ce qu'on croit être les jeux vidéo et les joueurs de jeux vidéo. Et petit à petit, je glisse sur de la recherche de chercheurs en jeux vidéo qui sont sociologues, ethnologues, anthropologues, et donc qui s'intéressent à comment le jeu vidéo est en train de changer l'organisation du monde, notamment le jeu vidéo en réseau. Parce que pour moi, il y a une vraie bascule qui se fait là-dessus. Donc c'était déjà à cette occasion que j'avais pas mal potassé le sujet quand même. J'avais lu les livres, regardé parce qu'il y avait déjà des conférences sur YouTube à l'époque aussi, des vignettes. Et voilà, après il fallait mettre les mains dans le cambouis, dans le moteur, et c'est toute la phase de réflexion et de production qui vient par la suite. Mais finalement, l'idée de créer un spectacle où il y a du jeu vidéo qui a été créé en 2021, parce que je serais bien en peine de dire combien de temps a duré le travail, puisque c'est au moins depuis 2013 qu'il y a quelque chose dans Il y a l'air. déjà des idées, ouais. Voilà. Et puis après, il y a un moment où ça se concrétise, mais il y a d'autres étapes nécessaires à l'avance, et notamment liées au fait qu'il n'y a pas d'exemple à suivre. En tout cas, pas que je connaisse. Et donc du coup, cette idée de mélanger le conte et le théâtre avec le jeu vidéo, tu l'as eu au niveau de tout ce qui a été fait, au niveau des recherches, tout ça? Je pense que ça vient de plusieurs endroits. Il y a comme je te disais, le speedrun, cette performativité du jeu vidéo que je trouvais intéressante, qui se rapproche aussi un peu de l'événement sportif. Il y a quelque chose qui est là. Et puis c'est un parcours personnel aussi, parce que souvent on se dit, les conteurs, vous devez avoir une filiation ou quelqu'un qui vous racontait des histoires. Et moi, dans ma famille, on m'a pas raconté d'histoire. Enfin, je veux dire, par quelques comptines quand j'étais petit ou des anecdotes du village, mais on n'est pas une famille où il y a une tradition, je pense comme beaucoup de familles maintenant. Et donc finalement, moi j'ai découvert les histoires par la télévision, la lecture, le jeu de rôle et le jeu vidéo. Et notamment toute une partie de l'univers de la fantasy qu'on va retrouver dans Donjons Dragons, dans l'œuvre de Tolkien, dans les années 80, dans les livres dont vous êtes le héros aussi. Elle transpire dans les jeux vidéo depuis longtemps. Donc moi, c'est un univers dans lequel je baignais, même si j'étais pas un joueur acharné ni rien. Je jouais dans mon coin avec mon cousin, voilà. Mais c'est quand même quelque chose de mon enfance qui est marquant en termes de médias et en termes de, comment ça s'appelle, de rapport aux histoires. Voilà, donc l'idée, elle vient à la fois du constat qu'il pourrait y avoir quelque chose entre le théâtre, le conte, le jeu vidéo, et aussi d'un parcours personnel. Simplement, je vois des conteurs d'une autre génération qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et on discutait de ce projet-là, et eux trouvent ça intéressant, mais c'est loin d'eux, parce qu'ils n'ont pas pratiqué, je pense, c'est simplement... Il y a ça qui joue aussi. Donc il y a des questions biographiques aussi. Peut-être maintenant qui semble évident parce qu'à peu près tout le monde joue à partir d'un certain âge, mais ce qui n'était pas le cas quand moi j'étais plus jeune. Et après, j'aurais du mal à dire, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée ou ça s'est fait comme ça. Il y a eu plusieurs choses. Moi, j'avais envie de retravailler sur la mythologie nordique, parce qu'on avait déjà fait un spectacle dessus avec Dimitar Gougov, qui est un musicien. Donc un spectacle, on appelle un tour de conte, en fait. Je raconte des histoires, et puis il y a de la musique en même temps, ça interagit. Et puis j'essayais, en fait, de trouver un mode de jeu qui permette d'écouter des histoires. Et c'est pas évident, parce que ça pose la question du lien entre un jeu vidéo et la narration, qui est un grand sujet de recherche depuis un moment chez les universitaires, entre autres. Donc il y a des jeux vidéo où il n'y a pas besoin d'histoire. Tetris. Si, je crois qu'il y en a une quand même. Enfin, on peut totalement jouer sans histoire. Oui. Et on peut totalement avoir une histoire sans avoir un jeu. Les deux sont pas liés. Et j'essayais de me dire, ok, c'est quoi les formes de narration qui existent dans le jeu vidéo? Elles sont multiples maintenant. La narration environnementale, etc. Mais quand il n'y a pas de personnage de conteur qui raconte, parfois il y a un narrateur ou une narratrice, il y a une voix qui apparaît et qui fait les transitions.
un peu les cinématiques à moindre Voix, frais. comme ça. Une voix off. Et petit à petit, en cherchant, ce que je finissais par trouver intéressant, c'était le Walking Simulator. Même si certains disent que c'est pas du jeu vidéo, mais en tout cas, ok, c'est un environnement dans lequel on interagit avec un contrôleur et au sein duquel on peut écouter des histoires. Et souvent, pour des raisons, il me semble, économiques, c'est des petits studios qui font souvent les Walking Simulator. En fait, c'est enregistré. Mm. C'est des espèces de pistes audio qu'on trouve. Et puis on récolte des morceaux d'histoire et en écoutant les voix, on commence à comprendre ce qui s'est passé. Et je trouve ça vraiment intéressant, cette posture de l'enquêteur, de l'enquêtrice, c'est-à-dire plutôt que de te livrer l'histoire telle qu'elle, comme on fait quand on raconte une histoire souvent, Ouais, c'est de le façon public, chronologique, parce que c'est hyper dur à suivre une histoire de manière orale. Là, c'est éparpillé et tu essayes de reconstituer les pièces du puzzle, donc ça te met dans une autre posture. de réflexion, Ouais. T'es plus concentré du coup. Tout à fait. Et ça, je trouvais intéressant. Donc, quand j'ai commencé à apprendre Unity 3D dans l'idée de me dire, OK, dans quelques années, on va faire ce projet, mais il faut que j'apprenne à me servir de logiciel, j'ai commencé à faire des Walking Simulator. Et pour me donner l'obligation de finir les projets, en fait, je montais des ateliers de création de jeux vidéo dans des collèges. Donc, je travaillais les histoires avec les élèves. Et moi, je me chargeais de la partie réalisation du jeu. Et comme c'est dans un cadre légal, avec un contrat, enfin, avec des gens en face qui attendent un résultat, ben moi, ça m'obligeait aussi à finir les projets. Ce qui, je pense, est vraiment important quand on commence à faire des jeux, même tout petits, c'est d'arriver à la fin. Mais de pas partir trop loin et Ouais. finalement pas réussir à finir. Ouais. Même si c'est des projets qui sont modestes et même si au final, ils sont pas parfaits, au moins, il y a un truc qui fonctionne et qu'on peut montrer. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est un moment de le partager, quoi. Et c'est d'autant plus intéressant que là, moi, je pouvais le partager avec des gens dans une salle. Je le mettais pas sur Itch ou sur un autre hébergeur de jeux vidéo en espérant que quelqu'un dans le monde le télécharge. Là, c'était super de pouvoir le présenter. Et donc, ce qu'on faisait avec les élèves, c'est qu'on préparait une petite intervention. On allait dans une autre classe, on invitait une autre classe. Donc, les élèves présentaient ce qu'on avait fait, les étapes de travail, et on faisait jouer les autres. Ah, Au c'est jeu. marrant, ça, on a le retour direct. On a le retour direct. Et là, il s'est passé un truc hyper intéressant, mais qui était un peu douloureux, dans le sens où tu as quelqu'un, par exemple, qui est tiré au sort pour jouer, et puis bah, tu as une partie du public, moi je faisais pour des collégiens, c'était des 4e, 3e, tu as une partie du public, typiquement, mais même sans être trop caricatural, les gars qui se mettent au fond, et ben, qui pourrissent la personne qui joue parce qu'elle joue pas comme elle faudrait, elle est pas assez bonne, ils auraient fait autrement. Et donc je me retrouvais à essayer de les calmer un peu, de les tempérer en me disant non mais voilà, c'est une expérience, c'est pas grave si elle est pas parfaite. Voilà. Et suite à ça, je me suis dit ben si on fait un jeu dans lequel le public intervient, moi j'avais pas du tout envie que cette même situation se reproduise. Parce que finalement, c'est une personne qui joue sous le regard des autres. Ouais, il y a tout de suite le C'est jugement. Du très coup. impressionnant. Et si en plus les autres te pourrissent, enfin franchement, Ouais, c'est tu prends pas plaisir, c'est. on retrouve encore ces trucs de toxicité et qu'on a dans le jeu vidéo. Ce qui se rapproche un peu de, je me disais, du speedrun, mais dans le speedrun, la personne qui joue, elle est super, elle est très douée, donc il y a peu de critiques possibles à ce niveau-là. Et en réfléchissant à ça, je me disais, bon, bah, déjà d'une part, il ne faut pas que ce soit une seule personne qui joue, mais plusieurs, comme ça la responsabilité est diluée. Et puis pour éviter que dans un groupe, il y ait des gens qui soient à l'aise à l'avance parce qu'ils ont l'habitude du contrôleur. Une manette, c'est pas simple quand on n'a jamais tenu, hein. C'est même hyper complexe. On va inventer des contrôleurs, ça s'appelle maintenant des contrôleurs alternatifs. On va inventer des contrôleurs, comme ça les personnes qui n'ont jamais joué ne sont pas décontenancées et les personnes qui ont déjà joué ne sont pas trop à l'aise. Ouais. Donc Ça réduit l'écart. ça réduit les écarts. Et puis de trouver des contrôleurs, un mode d'action qui a un rapport avec le jeu aussi, physiquement. Parce que la manette, avec une manette, tu peux jouer un jeu de basket, comme tu peux jouer à Tintin ou Tibet ou à GTA V, qui sont des jeux très différents dans les actions que tu fais, mais tu as le même objet en main. Ouais, la manette, le contrôleur, c'est la même chose.
même si tu as même le bouton A, c'est pour sauter, enfin, il y a des habitudes qui sont prises. Et là, c'était d'inventer des contrôleurs très simples pour obliger les gens à faire d'autres gestes. Mais il n'y a plus les réflexes, il n'y a plus rien. Voilà. Après, ben, on pourra en parler plus par rapport aux ruines d'Odin, mais les gens qui ont l'habitude de jouer, j'ai remarqué, s'ils sont pas plus à l'aise que les autres sur les contrôleurs, ils ont des tactiques, ils ont des stratégies, ils voient plus loin, ils voient en avant. Bon, ça, quand même, c'est une expérience qui est acquise par le temps de jeu. Mais cet élément des contrôleurs, ouais, pour moi, était vraiment important et finalement, il a permis aussi de faire jouer des gens de différentes générations, ce qui est un élément important du projet. Et comment tu as construit le spectacle? Du coup, les phases de jeu, c'est la poursuite du mythe, c'est une progression? Alors, c'est le grand échec du projet. Non, enfin, c'est pas un échec, C'est une leçon. c'est une leçon pour l'avenir. Non, il y a plusieurs trucs. C'est qu'au départ, mais ça, je pense, dans la plupart des spectacles que je fais, je pense à quelque chose d'assez complexe et de séduisant, où tu as une bonne idée et tu dis, ah, c'est malin, c'est comme ça. Tchic, tchic, tchic. C'est un petit objet un peu précis. Et finalement, au fur et à mesure du travail, il se passe toujours la même chose, c'est que le projet est simplifié, 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 jusqu'à arriver à... Et je me dis à chaque fois, on aurait pu commencer directement par là. Mais je crois que pour arriver à un objet simple, en tout cas pour moi, il faut d'abord que je passe par quelque chose d'assez complexe, Ouais. et ensuite de couper. Et donc, ouais, j'avais envie d'une narration un petit peu complexe, avec une narration polyphonique, avec des points de vue de différents personnages. Et ça s'est pas fait, pour plusieurs raisons. Mais sur le lien entre l'histoire et le jeu, le nœud principal, c'est la nature de l'histoire. Dans le sens où c'est de la mythologie nordique. Pour aller très vite, en fait, dans la mythologie nordique, on peut estimer que la part du destin est primordiale. C'est-à-dire même les dieux les plus puissants, comme Odin par exemple. Odin, le père des dieux, Odin va sacrifier un œil pour connaître l'avenir. Il jette l'œil dans le puits. Et en échange, il connaît l'avenir, mais il ne peut pas le modifier. Okay. Donc il est à la fois dans une posture de puissance et d'impuissance totale. Et moi, j'avais envie de garder cet aspect de la mythologie nordique, qui pour moi est très important, et j'avais pas envie de le tourner. Ce qui pose un vrai problème par rapport à l'interactivité, puisque dans le jeu vidéo, a priori, on a la promesse de pouvoir faire évoluer l'histoire, de la faire avancer, voire même de construire son propre destin. Et si on regarde Assassin's Creed Valhalla, pour moi c'est totalement stupéfiant la manière dont ils ont traité la mythologie nordique, dans le sens où à un moment le héros, Eivor, dit, alors j'ai pas la citation exacte, mais en gros il dit la question du destin et tout, c'est des histoires pour les enfants, on construit notre propre destinée en fonction de nos actes et de nos courages. Ce qui pour moi va à l'encontre totalement de la matière qu'ils ont choisie pour faire leur jeu. Et moi ça me pose question, enfin je serais éditeur, ça me poserait un problème, mais en même temps, voilà, comment tu veux faire, puisque tu vends aux joueurs la possibilité de forger leur destinée, et en même temps tu es dans un système d'histoire où tu dois suivre la quête, quoi. Tu dois suivre la quête, et puis tu as ton rôle, et tu n'en sors pas quelque part. Et en ce sens-là, la mythologie nordique est très particulière. Et donc c'est sur ce nœud où je me suis longtemps heurté, et sans spoiler comment ça se passe, finalement le jeu vidéo va suivre cette notion de destin qui est révélée à la fin. Okay. Voilà. Mais c'est vrai que l'articulation entre l'histoire et le jeu était complexe dans ce sens-là, parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis, moi, idéalement, je voulais qu'en fonction de comment les gens jouent, la suite de l'histoire change. Sauf qu'en discutant notamment avec Anthony Guérin, qui a fait du mentorat, du suivi sur ce jeu, on se disait, finalement, les gens vont jouer qu'une fois. Donc, ils n'auront pas la possibilité de voir d'autres branches narratives. Ouais, donc du coup, l'histoire, tu as gardé la même... L'histoire est linéaire, ouais. Et même, l'autre contrainte, c'est si tu prends une branche... si tu veux faire comprendre aux joueurs qu'il y a des variations scénaristiques, il faut qu'ils puissent explorer les différentes branches. Et ça prend un certain temps.
Et nous, on avait fixé le temps du spectacle à 1h15 pour des raisons d'organisation par rapport au lieu qui accueille, etc. Et donc à partir de là, tu n'as pas le temps de raconter plusieurs variations du même passage. C'est trop long. Voilà, donc tout ça nous a amené à réduire la chose. Mais finalement, on s'en sort bien, et presque par hasard, parce que le mode de jeu qu'on a choisi, c'est un espèce d'endless runner, donc quelque chose d'infini. Et, et dans l'endless runner, en fait, t'es sur des rails. Mm. Et quelque part, le destin, c'est ça. C'est tu vas au bout de l'endless runner. Enfin, tu vas au bout, non, justement, il n'y a pas de bout. Mais tu peux pas partir à droite ou à gauche. Dans la base de l'endless runner, c'est tracé. Et donc finalement, à la fin, quand il y a le twist final, la grande révélation, ben, je fais un parallèle pour les spectateurs entre l'histoire et le mode de jeu auquel ils ont participé. Ouais. Pourquoi tu as choisi spécialement la mythologie nordique pour l'adapter avec un jeu? Ça, c'est un goût personnel. Après, la mythologie nordique, elle est assez peu présente dans les spectacles, un peu dans les opéras, avec Siegfried et tout ça. Mais il y a très peu de conteuses ou de conteurs qui le racontent, en tout cas en France, par exemple. Et puis, pour moi, la mythologie nordique, c'est un peu la source de tout ce qui est fantasy, heroic fantasy, et le jeu vidéo baigne dedans. Et puis, c'était le moment où la thématique des Vikings était très, très présente aussi, donc c'est un argument commercial. Parce qu'aussi, la question, c'est, quand on prépare un spectacle, un objet, c'est à qui ça va s'adresser, et comment est-ce qu'on fait pour toucher du monde. Donc, quels sont les sujets, c'est quoi la conjonction entre mes intérêts personnels et puis le public du moment. Voilà. Du coup, ton public, c'est quoi? C'est plus des joueurs, des non-joueurs? Mais ça dépend des lieux où on va. Et l'idée, le désir du projet, c'est de toucher les deux. Un peu comme sur la conférence À quoi tu joues sur les jeux vidéo en réseau. Moi, je l'avais pensé notamment pour essayer de ressouder un peu les familles. Parce que le jeu vidéo reste un sujet de tension au sein des familles ou des couples. Ouais, ça va aussi, ouais. À cause du temps qui est accordé à ça. Donc il y a des gens qui jouent ensemble, c'est super. Et puis il y a des gens qui se déchirent à cause de cette activité. Ça pourrait être autre chose, mais le jeu vidéo prend du temps. Et donc la conférence, je l'avais pensée à la fois pour les gens qui jouent et ceux qui ne jouent pas, pour qu'ils aient un support commun de discussion. Et la conclusion personnelle que j'en avais tirée aussi, c'est qu'en fait, quand on regarde un film ensemble, enfin, imaginons, tu rentres dans le salon, quelqu'un est en train de regarder un film, toi tu arrives au milieu, bon, tu regardes, t'as pas vu le début, mais tu partages la même expérience, donc tu peux en parler. Le jeu vidéo, quand tu ne joues pas, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur la violence, c'est que la violence, elle peut être crue quand on regarde les images, mais quand on joue, peut-être on y met plus de distance aussi, enfin il y a autre chose qui se passe dans le rapport à la violence de certains jeux. Et finalement, peut-être une des difficultés pour parler du jeu vidéo, c'est que tant qu'on n'a pas partagé l'expérience, la discussion reste difficile. Ouais, elle est plus fermée. Ouais, elle reste sur des a priori, et à un moment, on n'arrive pas vraiment à dialoguer. Et donc la conférence comptée, c'était pour toucher ces deux types de publics-là, ceux qui jouent, ceux qui jouent pas. Donc j'avais des fois des grands-parents qui venaient parce qu'ils se sentaient démunis, parce qu'ils avaient envie de passer du temps avec leurs petits-enfants, mais ils voyaient bien que les petits-enfants, ils jouent aux jeux vidéo et ça les intéresse pas, mais en même temps ils ont envie d'en parler, mais ils comprennent rien. Enfin, c'est quand même un objet très étrange. Ils n'ont pas les références, tout ça. Non. Non, ils comprennent pas ce qui se passe à l'écran, en fait, typiquement. Et puis le jeu vidéo a son vocable aussi. Et donc sur les runes d'Odin, c'est la même idée, en fait. C'est comment on va inviter des joueurs et des non-joueurs à jouer. D'où la question des contrôleurs alternatifs, pour permettre à tout le monde de jouer. Et donc il y a des médiathèques, par exemple, où je joue, où il y a le public de la médiathèque qui vient, qui est en partie un public un peu âgé, souvent féminin, intéressé par la lecture, les histoires. Et puis aussi, et là c'est un public qui est beaucoup moins présent en médiathèque, on va avoir des jeunes adultes qui viennent seuls, ou des adolescents avec leurs parents. Et c'est un public qui est extrêmement divers, et ça c'est génial, parce qu'on passe un moment ensemble. C'est intergénérationnel du coup. Ouais. Et ce qui est très touchant, et ce à quoi moi j'avais pas du tout pensé en créant le spectacle, c'était que les adultes allaient jouer avec les enfants et les aider, ou les enfants allaient aider les parents aussi à jouer. L'inverse aussi. Ouais. L'inverse. Et c'est très touchant en fait. Et c'est grâce au contrôleur, parce que en fait dans les runes d'Odin on pilote un oiseau qui va de gauche à droite,
Et il y a notamment ce contrôleur où chacun a une aile, et on est à deux à piloter l'oiseau en même temps, Ouais, donc c'est il faut se collaboratif, coordonner. ouais. Ouais. Donc ça c'était vraiment une belle surprise. Oui. Et du coup, comment on fait comment tu choisis ton public pour qu'ils viennent jouer? C'est sous le volontariat ou... Alors ça c'était une grande question, notamment liée aux ateliers qu'on avait donnés, là, tu sais, les présentations de public, parce que tout le monde voulait jouer, machin, donc voilà, c'était un peu dur. Et donc là, en fait, les joueurs sont tirés au sort au début. Enfin, non. Quand les spectateurs rentrent dans la salle, les spectatrices, je leur donne une carte RFID. Ils savent pas, c'est une carte, où il y a une rune qui est dessinée. Toutes les runes sont enregistrées dans l'ordinateur. Et donc, à un moment, quand il faut jouer, c'est le destin qui choisit. Et donc, les runes sont tirées au sort, comme au loto. Et voilà. Et les gens se lèvent et jouent. Et puis, si vraiment quelqu'un n'a pas envie de jouer, il donne sa carte discrètement. Et voilà. Ok, ouais. Mais du coup, le tirage au sort, il y a la notion de destin. Donc, en fait, moi, dans les spectacles qu'on crée, c'est à la fois ce qu'on appelle la dramaturgie, l'histoire, le matériel, le gameplay, essayent d'être soudés ensemble et d'interagir. Donc là, dans un élément de tirage au sort, parce qu'on a besoin de choisir les joueurs, on arrive à remettre l'histoire. C'est le destin qui choisit. Voilà. Ok. Et est-ce que t'as des contraintes techniques, par exemple, avec le public au niveau de la jauge? Alors, les contraintes techniques, elles sont souvent liées aux contraintes du lieu qui accueille, et puis aussi au fait que c'est une expérience nous, qu'on veut proposer pour un petit groupe de personnes. Donc on le limite à 60 personnes, 50, 60, ce qui est déjà une petite masse quand même. Sachant qu'il y a 2 parties de jeu, il y a 6 personnes tirées au sort, donc il y a 12 personnes. Donc il y a 1/5 des gens qui jouent, ce qui est pas mal, ce qui pourrait être plus, mais qui est déjà pas mal. Et finalement, les autres qui ne jouent pas sont investis parce qu'ils regardent, ils encouragent, ils conseillent, enfin voilà, tout le monde joue quoi, en quelque sorte quand même. Et pour limiter les contraintes techniques des lieux qui accueillent, en fait, on est autonome. Donc aussi la fabrication et la réflexion des contrôleurs alternatifs qui ont été faits par Catherine Somsday, qui est une scénographe de théâtre, de marionnettes. Ça a aussi été pensé pour être solide, tout rentrer dans une caisse, voyager en train. On fournit le vidéoprojecteur, donc finalement le lieu qui accueille a juste besoin de fournir un mur, et une Ok. prise électrique ou un écran. Ouais, c'est pratique du coup à Ouais. s'adapter, ouais. Et puis ça évite les mauvaises surprises. Et puis la plupart des lieux dans lesquels on joue ont des configurations très différentes. Et sinon, on passe un temps infini à essayer de trouver des solutions techniques. Donc là aussi, l'idée, c'était de tout fournir clé en main. Il y a moins d'imprévus avec la salle. Ouais. Ouais. Et c'est une installation qui se fait en même pas 1 heure, 3/4 d'heure. Donc c'est assez rapide et c'est adapté aux lieux dans lesquels on joue, qui sont des petits lieux. Mais ça peut être n'importe quelle salle, hein, finalement. Ça n'a pas besoin d'être une médiathèque ou quoi. Ouais, tu l'as dit, du coup, tu le faisais dans des salles d'école et puis aussi sur scène. Ouais, on peut aussi le faire sur scène, et dans ce cas-là, on a le grand écran du cinéma ou du théâtre, donc c'est encore une autre expérience. C'est intéressant. Donc moi, j'ai vu le même jeu Ouais. à des échelles très, très différentes. Ouais. Et quel souvenir, t'as un souvenir marquant des runes d'Odin? Ouais, il y a un truc sur un vote qui était vraiment drôle. C'est qu'à la fin du jeu, il y a un choix qui doit être fait pour l'histoire. Et les gens votent à main levée. Okay. Donc c'était une classe, c'était tout au début, je crois. C'était même peut-être la 2e qu'on faisait. Ils étaient 29. Et pendant la représentation, il y en a un qui doit partir parce qu'il faut qu'il aille chez le dentiste. Bon. Donc sa mère vient le chercher et puis il part, donc ils sont plus que 28. Et on arrive au vote final. Disons qu'il s'appelle Tommy, le gamin, je sais plus, ou Bill, Laurent. Bref. Et le vote, on arrive à 14-14. Égalité. Et je dis, mince, comment on va faire? Et il y a un gamin qui lève la main, il dit, il faut appeler Bill chez le dentiste, comme ça il va nous dire ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas réussi à joindre Bill, le téléphone était coupé. Mais c'était incroyable en fait de penser que c'était une personne qui avait quitté la salle, qui détenait le résultat du vote, et qui devait être au même moment en train de se faire remettre une carie. Donc ouais, ça c'était un chouette souvenir, ou aussi d'une vieille dame qui était venue avec sa canne, et je me disais, mince, ça va être dur. Elle est tirée au sort pour jouer, et en plus elle fait le rôle, on a une pédale où il faut appuyer avec le pied, donc il faut garder l'équilibre. Avec la canne, ouais, c'est compliqué. Et je viens la voir, je lui dis, est-ce que vous avez besoin d'aide, madame? Et elle me dit, mais non, jeune homme, mais non, vous allez voir. Et puis elle pose sa canne, et elle a super bien joué. Et tout le monde l'a applaudi, enfin, c'était super, c'était un beau moment.
T'as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le mélange spectacle-théâtre avec le jeu vidéo? J'aurais plein de conseils. Déjà que ça prend beaucoup de temps, mais peut-être la difficulté, euh, c'est que faire interagir le jeu vidéo et une pièce de théâtre, par exemple, c'est faire interagir deux objets qui existent déjà en eux-mêmes et qui sont fermés. Le jeu vidéo fonctionne tout seul, la pièce de théâtre fonctionne tout seul. Donc si tu les prends telles quelles et que tu les mets ensemble, ça peut pas bien se mélanger. Ou alors tu vas alterner les moments. Bon, pourquoi pas. Ce qui est quand même un peu le cas dans les ruines d'Odin. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre un jeu vidéo, l'Endless Runner, qu'on trouvait intéressant, et d'en ouvrir les mécaniques. Notamment l'Endless Runner, c'est un jeu qui est assez court parce que dès que tu cognes, tu meurs et tu recommences. C'est un truc de die and retry comme ça. Et ça, on pouvait pas le faire en théâtre, quoi. Enfin, c'est pas l'état qu'on vise, l'état d'excitation et de frustration, c'est pas ça qu'on visait. Donc on a enlevé un élément qui est hyper important dans l'Endless Runner, qui est le fait de mourir et de recommencer. Donc au contraire, on a une jauge qu'on remplit quand on collecte ce qu'il faut collecter, et quand on se cogne, la jauge elle baisse, et si elle arrive à zéro, ben, ça continue. C'est juste la partie dure plus longtemps. Donc l'enjeu il est là. Et donc on a ouvert le jeu vidéo pour en modifier des paramètres, comme on a ouvert le principe du théâtre, dans le sens où moi je raconte des histoires, mais il y a aussi des moments où je suis maître du jeu. Et donc je suis plus du tout dans la même adresse ou dans la même attitude envers le public. Et ça change beaucoup de choses, parce que finalement, quand le théâtre se met à inviter le jeu vidéo sur scène, je crois qu'il faut qu'il abandonne quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le rôle du public qu'on lui offre, et aussi le fait que le contenu peut évoluer. Ce qui est totalement différent, puisque si on avait pu faire ces variations scénaristiques dans les ruines d'Odin, ben, je sais pas, il y aurait eu peut-être 10 histoires différentes. Ouais. Et c'est pas la même chose de préparer 10 histoires que d'en préparer une. Ouais, ça prend plus de temps. Ouais, et est-ce que les 10 histoires, elles ont un sens vraiment intéressant ou pas? Et voilà, ça pose beaucoup de questions, mais pour moi, ça vient vraiment questionner le rôle de la personne qui est sur scène ou de l'équipe qui crée le spectacle, et qui n'est plus le seul porteur du moment qui se passe. Mais le public intervient aussi. Et ça peut être difficile à accepter et appréhender pour des gens qui ont pas l'habitude de ça. Ouais, qui n'ont jamais joué aussi, ouais. Ouais. Et je pense que le jeu vidéo maintenant peut être un produit d'appel ou très intéressant en se disant on va faire venir des jeunes générations au théâtre, parce que quand même le théâtre petit à petit... Ouais, c'est une nouveauté en plus, c'est super Voilà. original, on le voit pas partout. Ouais. Mais en même temps, ça demande un vrai travail et une remise en question de nos façons de travailler et de qu'est-ce qu'on fait sur scène avec les gens. C'est pas tant la question de la technique qui est difficile, parce que maintenant, nous, on a fait le jeu avec Unity 3D, donc c'est un moteur de jeu qui est gratuit. T'as pas besoin d'un ordinateur puissant. Nous, on a acheté des assets graphiques, notamment, peu chers par rapport au travail que ça demande. Donc finalement, tu peux externaliser beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la technique. Pour jouer, les contrôleurs, c'est un lecteur de carte RFID, donc qui existe déjà. On utilise le gyroscope d'un téléphone, donc voilà. Et puis un switch et un Meki pour gérer la pédale au pied. Donc en fait, dans ce projet-là, on n'utilise que des choses qui existent déjà et qui marchent, et qu'on met ensemble. L'ingéniosité, s'il y en a une, c'est la manière de faire interagir ces choses-là. On n'a pas inventé un nouveau mode de jeu, enfin, voilà. Et je pense qu'au début, il faut peut-être avoir cette humilité de prendre des choses qui existent et, comme un Rubik's Cube, d'essayer de trouver un truc qui s'emboîte comme ça. Ouais. Voilà. Et ça prend du temps d'imaginer le projet qu'on veut, mais aussi de choisir ses contraintes techniques. Et les contraintes techniques, la durée, le fait de se déplacer en train, d'avoir tout dans une caisse, ça répond déjà à plein de questions en même temps. Ça simplifie beaucoup, beaucoup les choses. Ouais. Quels sont tes projets pour la suite? Un nouveau spectacle, un nouveau jeu? Il y a d'autres projets que les projets de spectacle jeux vidéo, mais le prochain sur lequel on a commencé à travailler, qui va sortir au printemps 2024, ce sera sur le labyrinthe du Minotaure. Donc en gros, l'histoire, c'est un groupe de jeunes grecs et grecqueux qui est lancé dans le labyrinthe et qui doit survivre. Et comme gameplay, on va travailler sur le roguelike.
donc sur la génération procédurale aléatoire de niveaux à chaque fois qu'un nouveau personnage rentre dans le labyrinthe. Et l'idée, c'est d'avoir des parties de jeu et d'histoire plus courtes que dans les runes d'Odin, un peu plus vives, et que la parole et le jeu vidéo s'intercalent plus rapidement. Toujours en gardant des contrôleurs alternatifs et toujours avec l'idée qu'il y ait plusieurs personnes qui jouent Collaboratif, ouais. en même temps. Ouais. Et dans ce cadre-là, mais on a commencé une résidence à Saint-Dié, à l'IUT, et on travaille aussi avec des étudiants du master Miami, qui est un master en jeux vidéo qui se trouve à Tarbes. Et donc, c'est des étudiants en projet tutoré en ce moment qui sont en train de faire des essais de gameplay, des essais de graphisme aussi. Parce qu'on s'est rendu compte dans les runes... Après, les runes d'Odin, c'était particulier parce que c'était en Covid, donc c'était difficile de faire tester le jeu. Mais là, j'avais vraiment envie que dès le début du projet, il y ait des gens extérieurs Des qui prototypes, participent, ouais, des prototypes, qu'on teste et qu'on fasse des itérations au fur et à mesure. Parce que finalement, dans les runes d'Odin, les derniers réglages du jeu, je les ai faits pendant les premières séances. Notamment les réglages de Ouais, c'est difficulté. vrai. Donc là, on essaye d'éviter cette difficulté. Ouais. Ouais, de cruncher du coup. C'est ça, Ouais. aussi. Bah, merci beaucoup pour cette interview. Merci pour l'invitation. Merci Mathieu pour cette interview. Hâte de voir ton futur projet. Donc c'est malheureusement la fin de l'émission. Donc on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. Ciao. Salut! Ciao.